Donc bonsoir à tous et à toutes, bienvenue aux grandes rencontres du 14e du conseil de quartier d'Ido Plaisance Porte de Vanves, qui sont portés par le comité du groupe de travail démocratie et proximité. Et aujourd'hui, du coup, on va parler écologie et par où commencer au quotidien. Et nous avons aujourd'hui quatre représentants des actions locales, donc locales ou presque locales, 14-15e. Et donc, dans un premier temps, on va entendre les témoignages de ces quatre intervenants, donc Christina, Antoine, Clotilde et Jean-Luc, pour ensuite vous donner la parole par un micro ouvert, et ensuite on passera à la partie table ronde. Donc je vais inviter en premier Antoine, si c'est OK pour toi. Antoine, qui est fresqueur du climat. Oui, tu parles là. Merci d'être là ce soir. Je vais vous présenter. Ouais. Je me rapproche un peu. C'est... Ah. Ok, là ça va un peu mieux. Parfait. Donc Anne m'a dit de présenter rapidement mon parcours pour comment je suis arrivé là. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. J'ai été bénévole dans une grande association nationale d'éducation populaire pendant à peu près 20 ans. Et puis il y a de ça 2 ans. J'en avais un petit peu marre, j'avais envie de changer, j'avais envie de me rapprocher d'un sujet qui m'intéressait beaucoup, qui est le changement climatique. Et je dois bien avouer qu'au départ, j'étais un petit peu seul, un peu perdu sur qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on peut le faire, etc. Un ami m'a conseillé la fresque et ça a été vraiment un déclic incroyable. Et donc j'ai commencé à m'investir, voilà. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas beaucoup d'animation dans le 14e de la fresque. Donc j'ai décidé de m'inscrire à la maison de la vie associative et citoyenne du 14e arrondissement, qui m'ont tout de suite qui étaient très intéressés, qui m'ont tout de suite proposé de participer au forum de rentrée du 14e en septembre. Et alors là, ça a été vraiment on va dire une petite explosion entre les rencontres des autres associations du 14e, les rencontres des autres fresqueurs que je ne connaissais pas mais qui habitent aussi le 14e. Donc voilà, depuis ce temps-là, on fait beaucoup de fresques, c'est vraiment très agréable, on est toujours très bien accueillis. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la fresque, c'est pourquoi ça a résonné en moi. C'est que ce que j'ai appris en faisant la fresque, c'est que le monde de demain sera plus collectif. Donc, je trouve que c'est un point très positif. Le point négatif, c'est que on va y être un peu contraint et forcé. Donc, il faut s'y mettre le plus rapidement possible, le plus largement possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de petites actions. Toutes les actions sont bonnes à prendre parce que les petites actions amènent les grandes actions. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. Et dans le climat, c'est tellement diversifié entre ce qu'on peut faire sur l'alimentaire, sur les déplacements, sur les logements aussi à plus grande échelle, et puis sur aussi tout ce qui est consommation, pas seulement alimentaire, mais industrielle, on va dire, avec les achats du quotidien. Il y a toujours des choses à faire, donc c'est vraiment des sujets passionnants. Je vous déconseille d'essayer de tout faire en même temps parce que sinon vous allez très vite vous épuiser. Choisissez encore une fois une petite action qui vous plaît. Si ça vous plaît, que vous arrivez à faire des choses avec d'autres personnes, ça pourra grossir naturellement. Il y aura toujours des choses à faire. Je ne vous l'apprends pas, parti pour quelques années avec ce problème. Et donc voilà, ne s'essoufflons pas. Et c'est, je pense, globalement le message qui m'a beaucoup plu dans la fresque. Et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Qui connaît déjà la fresque? Levez un bras. Qui l'a déjà fait? Levez deux bras. La fresque du climat. En fait, je pense que revenir aux basiques, c'est quoi la fresque du climat? Ah, ok. Alors, l'atelier de la fresque du climat, c'est un atelier qui dure 3 heures,
qui est découpée en 3 grandes parties. On va avoir une partie sur la construction de la fresque, donc c'est un jeu, je vais vous le montrer. La fresque. Fresque. Avec un F comme François. Ouais, comme une fresque murale. C'est le but, c'est de construire une fresque murale. Donc voilà, c'est un jeu de cartes ici. Donc la première partie, ça va être de replacer tous les éléments de la fresque ensemble. Donc ça va parler de plein de choses, que ce soit des feux de forêt, des océans, de la nourriture, de l'agriculture, etc. Il va falloir mettre tous ces thèmes imbriqués les uns à la suite des autres. Ça, c'est la première partie, la plus longue, mais la plus intéressante. Je suis sûr que tout le monde ici apprendra des choses parce que c'est vraiment très riche. La deuxième partie, qui est aussi intéressante, c'est la décoration de la fresque. Il va falloir faire une belle fresque, lui trouver un titre pour pouvoir l'afficher. Et la troisième partie, comme beaucoup d'activités autour de l'animation, comment je vais dire, d'éducation populaire, c'est de faire un débriefing de tout ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a envie de retenir, quelles actions on a envie de mener, etc. Donc tout ça, globalement, ça dure 3 bonnes heures. Mais 3 heures ensemble, encore une fois, c'est à l'image de ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est que c'est collectif. On va travailler ensemble, on va discuter, on va écouter les points de vue de chacun. Et tout ça, c'est basé sur les rapports du GIEC que vous avez certainement déjà entendu quelque part avec tous les 6 ans à peu près un nouveau rapport qui sort. Voilà, donc c'est scientifique. Le point faible de la fresque, c'est qu'on ne donne pas les solutions. S'il y avait des solutions simples, on les aurait déjà appliquées. Il y a des tonnes de solutions. Il y a des tonnes de solutions qui sont très politiques. D'ailleurs, les rapports du GIEC ne donnent pas de solutions, ils donnent des pistes, ils donnent des recommandations, voilà. Mais ils ne donnent pas de solutions. Voilà, globalement, tout ce que vous devez savoir à peu près sur l'atelier. Après, je vous laisse découvrir avec un atelier complet. Oui ? Oui ? Oui. C'est une association au niveau national. C'est une association au niveau national. La fresque du climat, ça a été créé en France. Maintenant, on a à peu près 35 000 animateurs à travers tout le monde. Ça a été traduit en 45 langues. C'est à partir de 15 ans. Ça a été créé par Cédric Riegenbach, qui est le fondateur de l'association et qui a créé ce jeu. Voilà. Il est disponible gratuitement au format PDF sur le site de la fresque du climat. Vous pouvez le télécharger. La version papier que vous voyez là, vous pouvez l'acheter. Sinon, vous l'imprimez vous-même à partir de la version PDF. Voilà. Et quoi dire d'autre sur l'association ? On va... Voilà. J'allais y venir, c'est que on va fêter au mois d'avril les 1 million de personnes qui ont vécu cette animation à travers le monde, encore une fois, dans différentes langues. On a 3 gros programmes dans l'association de la fresque du climat. Le premier, c'est les ateliers grand public, auxquels vous pouvez tous participer. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les rentrées du climat, c'est pour les écoles. Ça peut être les grands primaires, parce que il y a une version à partir de 10 ans, ça jusqu'à l'université. Et le dernier, non, pas le dernier, mais un autre grand programme, c'est le mandat du climat. Là, c'est pour les élus. Donc, on adapte le discours et le débriefing aux réalités locales, que ce soit une commune, un département, une région, même les députés de l'Assemblée nationale ont eu droit à une fresque du climat. Et le dernier, c'est les entreprises, bien sûr.
Donc là, ça se fait avec des fresqueurs pro. Et comme pour le mandat du climat, c'est adapté aux activités de l'entreprise. Donc en résumé, la fresque du climat, ça permet de prendre conscience des causes et des conséquences du réchauffement climatique, Ouais. du dérèglement climatique, parce que ce ne sera pas forcément du réchauffement climatique. Ouais, ça peut être plusieurs formes, ouais. Exactement. Et du coup, toi, tu animes des différents types d'ateliers. Ce que j'ai compris, c'est qu'au Forum des associations, tu as fait des flash fresques du climat, enfin, tu as des, Ouais. des petites fresques du climat Des- ramassées sur 15-20 minutes. Ça s'appelle des fresques quiz. On Ouais. appelle ça des fresques quiz. C'est pour un format de passage. Ouais. Et après, les ateliers complets, toujours dans le 14e arrondissement. Ouais. Donc, il faut prévoir 3 heures. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que ce que tu disais, enfin, ce que tu m'as dit, c'est qu'en gros, tu es en train de créer vraiment un collectif de fresqueurs en fait local, donc des personnes qui sont formées à la fresque du climat et qui peuvent animer des ateliers dans le ça, 14e. Voilà, quand on a des opportunités, on a un groupe, on est une dizaine. S'il y a des gens qui sont disponibles, ils peuvent prendre l'opportunité, faire l'animation de la fresque. Et voilà, il y a une dynamique au sein du 14e comme ça. Donc si vous avez potentiellement un lieu ou un collectif qui aimerait vivre la fresque du climat, vous pourriez éventuellement rentrer en contact avec Antoine pour pouvoir le faire. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et les prochaines animations de fresque que tu vas faire, c'est quand ? Alors j'en ai une demain matin. Qui s'inscrit ? Tu as encore de la place ? Alors non, il n'y a pas de place pour demain matin. Il y en aura une fresque quiz au printemps, au printemps du 14e. Ok. Ce sera le 18 mars et ce sera dans le nouveau écoquartier Saint-Vincent-de-Paul, le samedi donc de 16h à 20h. Ok. Il y aura une fresque quiz. Donc là, le format de passage pour découvrir. Et j'ai cru comprendre qu'Antoine était très pédagogue et qu'il est très fort pour répondre à toutes vos questions durant les ateliers. C'est gentil. Merci beaucoup Antoine. Donc on va laisser la place à Christina qui va nous apporter des solutions en fait en lien avec l'écologie. Christina qui est membre de l'association 14e en chemin et qui s'est lancée à cœur perdu, à cœur perdu, dans, du coup, j'ai pas envie d'utiliser un terme anglais pour upcycling, mais est-ce que tu pourrais donner un nom pour le terme upcycling ? Du surcyclage, on dit surcyclage, je crois, en français. En fait, j'ai eu la chance, je suis de formation journaliste, j'ai travaillé dans la communication et depuis 2017, je me forme moi-même au développement durable, à l'économie circulaire et j'ai eu la chance de faire une formation de 3 mois en 2020, juste avant le confinement, sur le design circulaire où l'idée n'est pas de cogiter intellectuellement sur qu'est-ce que je pourrais inventer comme produit ou design spécifique, mais essayer de regarder autour de soi des matières qui existent et qui pourraient être remis en circuit plutôt que de partir à la poubelle ou en incinération. Et mon projet personnel de cette formation, c'est T-Baby. J'ai cousu des vêtements pour bébés à partir de vieux t-shirts. Donc ça, c'est taille bébé. Et puis j'ai eu des remarques comme quoi ce serait sympa d'avoir aussi du taille 3-4 ans. Et ça, c'est encore faisable avec un t-shirt. Après, il faudrait en prendre plusieurs. Bon, je n'ai pas l'ambition de lancer de marque. Je ne sais pas comment je pourrais gérer la collecte de t-shirts, le nettoyage, le tri, etc. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je souhaite, c'est transmettre cette notion de chercher, de curiosité, d'aller vérifier dans les placards qu'est-ce qui pourrait encore, plutôt que de... On a tous des vêtements qui dorment au fond du placard, qui ne servent plus, qu'on ne met plus. Alors, soit il faudrait un peu raccommoder, masquer une tâche. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'ordre prévu. J'anime, par exemple, des ateliers de broderie japonaise, parce que c'est des motifs... c'est un point droit, donc c'est vraiment très simple à faire.
Mais une initiation permet de prendre la main, se lancer et éventuellement soit customiser, donc rafraîchir un peu des vêtements un vieux jean, etc. Ou alors si on a un vêtement qu'on ne met plus parce qu'il y a une tache à un endroit gênant, il y a des motifs qui sont un peu plus couvrants et quand on brode dessus, personne ne verra plus la tache parce que la broderie fait son effet. Je suis aussi en train d'explorer tout ce qui est crochet et j'anime des ateliers pour initier au crochet. Tout le monde ne sait pas crocheter, alors qu'en coton, on peut très bien faire ces carrés démaquillants. On peut faire des éponges, on peut remplacer les essuie-tout jetables. Je veux dire, transmettre ces techniques, ça se faisait de mère en fille beaucoup. Surtout en sashiko, en broderie japonaise, j'ai eu beaucoup d'hommes aussi, des architectes notamment, qui sont intéressés par cette technique. Et je pense qu'à partir du moment où on a pris ces repères pour ce genre de base, on commence aussi à réfléchir différemment au quotidien à ces gestes et ces modes de fonctionnement aussi à l'achat de vêtements parce que bon, ce que j'enseigne toujours, enfin ce que j'indique dans mes ateliers, c'est que la petite étiquette sur les vêtements indique où l'assemblage du vêtement a eu lieu. Mais on ne sait pas d'où vient le coton et les autres matières, comment ça a été cultivé. Maintenant, le coton est surtout transgénique, enfin génétiquement modifié, c'est du Monsanto. Les gens ne le savent pas forcément. Enfin, on peut aussi sensibiliser de différentes manières et apprendre justement à prendre soin de sa garde-robe différemment. Et j'ai fait pas mal de recherches ces dernières années justement sur qu'est-ce qui se faisait avant et qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays. Alors le Japon, c'est fascinant parce que le Japon a été un pays fermé pendant très longtemps. Il n'achetait rien de l'extérieur, donc il devait bien tout gérer, disons, en cercle fermé, dont la broderie sashiko et le boro. Le boro, c'est d'utiliser ce point droit et assembler des morceaux de tissu qu'on récupérait de vêtements qui commençaient vraiment à tomber en lambeaux, mais on récupérait encore les morceaux de tissu qui étaient utilisables et on les assemblait avec ce point droit. Et le boro a été... ça revient à la mode, c'est très élégant avec le jean. Il y a eu une grande expo il y a quelques années à Stockholm, par exemple, sur cette technique. Et j'ai réalisé aussi que dans le village où j'ai passé mes vacances d'été enfant, il y a quelques générations encore, on avait un beau costume et une belle robe pour aller à l'église le dimanche. Et quand ça commençait à être un peu usé, on défaisait le vêtement et on retournait le tissu pour le rafraîchir. Et après, on pouvait utiliser encore le tissu pour faire des vêtements d'enfants ou des serviettes, des torchons, des housses de coussins. Et en dernier, le patchwork. Enfin, vous avez tous entendu parler de Amish. Les Amish ont une magnifique culture de patchwork, des couvertures de lits en patchwork. Donc, ces différentes techniques et méthodes de recyclage et de réutilisation de tissus, de chutes, de matières, ça a toujours existé, ça n'a rien de nouveau et on ferait bien de s'y remettre. Donc j'anime des ateliers pour donner envie et transmettre des techniques pour inspirer les gens. Et quand auront lieu tes prochains ateliers ? Il faut que je vérifie parce que... Mais actuellement, j'ai du crochet et du sashiko. En fait, après ma formation et le projet T-Baby, j'avais programmé des ateliers de couture, mais il y a eu le confinement, il y a eu des couvre-feux. Enfin, peu de gens étaient inspirés par les ateliers à l'époque. Et actuellement, j'ai pas de lieu avec la programmation prévue. Donc, ça reviendra certainement, mais pas tout de suite. Alors,
pour le moment, en fait, et j'en profite pour vous le partager, c'est que donc l'association 14e en chemin, dont Christina fait partie et dont je suis la présidente, en fait, on a co-construit un programme écologique pour le centre Angel Para et Marc Sangnier. Et Christina a répondu présente pour pouvoir faire des ateliers d'upcycling au centre Angel Para à Marc Sangnier. Voilà, donc potentiellement l'année prochaine, vous pourrez avoir bénéficié des savoir-faire de Christina. Et pour avoir testé 3 ou 4 ateliers, je suis cobaye et je recommande chaleureusement les ateliers de Christina. Merci beaucoup, Christina. Merci. Et nous allons accueillir Clotilde, encore dans tout ce qui est solutions. Clotilde, qui est gérante du Day by Day. C'est bon pour toi, la hauteur du micro? C'est un petit peu haut. C'est mieux? Ouais. Bonjour à tous, je suis Clotilde Blanc. J'ai la boutique de vrac Day by Day dans le 15e. Alors vous allez dire pourquoi je suis là, c'est pas dans le 14e, mais vous avez peut-être pu constater qu'il y avait d'autres boutiques et après le confinement, ça a été difficile. Donc il y a d'autres épiceries de vrac qui ont fermé et il n'y a pas aujourd'hui de Day by Day dans le 14e. D'accord ? Mais aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui, je vais en vous dire, mes clients, ils n'habitent pas en face de chez moi. Ils habitent à Issy-les-Moulineaux, ils marchent, ils font du vélo, ils prennent le métro. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi un petit peu presque logique que ça ne soit pas à côté de mon magasin, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent, elles font des efforts et ça, c'est très important à noter. Voilà. Je voulais, après, je peux un peu papoter. Mais en fait, j'avais envie de partager, vous connaissez peut-être des chiffres, mais je voulais partager avec vous 3 chiffres. Et en fait, ces chiffres, vous les avez sûrement entendus à la radio ou à la télévision, mais ils parlent d'eux-mêmes et je trouve que c'est important. Donc, est-ce que vous avez une idée de, par mois, combien de Français nous jetons de nourriture en euros par mois et donc par habitant? C'est un montant en euros par personne de gaspillage alimentaire. Qui veut se lancer? Il n'y a rien à gagner, mais... Ouais, c'est un petit peu plus que 50 €. Malheureusement, ça a augmenté. Moi, je vais vous dire, c'est 67 €. Alors moi, je me dis, vous voyez, moi, je suis place Beurré. À côté, j'ai un petit café hyper sympa qui s'appelle Le Beurré. C'est à peu près 20 € par personne. Ben moi, j'ai envie de dire, je préfère aller au restaurant, inviter, je sais pas, mes 2 copines, plutôt que de jeter quand même 67 €. Et je trouve que quand on met tout en perspective, eh ben, ça aide à dire qu'il faut, comment on va faire pour moins jeter. Ensuite, il y a 136 kilos de nourriture par an et habitant qui sont gaspillés. En fait, c'est pas vraiment par mois, mais quand on se dit 136 kilos, est-ce que vous imaginez, c'est juste par personne par an. Et le dernier chiffre, je ne vais pas vous embêter trop, c'est qu'après on dit oui, moi je trie les déchets, mais c'est une super idée. Mais en fait, il faut qu'après quelqu'un les trie. Donc en moyenne, chaque Français, on trie 54 kilos de déchets. Il y en a 34 qui est du verre, on ne va pas trop passer de temps sur le sujet du verre qui est un énorme problème, et 20 kilos d'emballage qui sont soit du papier, soit de l'aluminium, soit du plastique. Donc vous imaginez ma petite personne, c'est un peu si tout mon poids, ça devenait du déchet à la fin de l'année. Donc moi j'arrête avec les chiffres, donc il y a un peu plus d'1 an, j'ai repris la boutique du 15e de Day by Day, et avant j'étais assise derrière un bureau, je dirigeais des équipes, j'étais dans les achats. Et il y a eu le confinement, je travaillais pour une boîte d'e-commerce, mais avant j'étais dans l'habillement. Et j'en pouvais plus d'être tout seule devant mon ordinateur. C'était un petit peu, j'ai trouvé difficile et j'avais envie, on va dire peut-être c'est parce qu'on vieillit, qu'on a besoin d'avoir un travail avec un peu plus de sens, mais j'avais envie de partager. Je ne suis pas du tout une pro du vrac, j'ai appris. Je fais des efforts tous les jours, j'apprends comme tout le monde, mais j'avais envie de partager et d'entraîner les clients, mes amis, ma famille, mes voisins dans ce projet. Et j'ai envie de dire c'est possible à notre petite échelle. Alors on est tout à fait conscient que c'est pas facile tous les jours, que parfois il faut venir avec son bocal, mais j'ai envie de dire il y a aussi un attrait du vrac qui est un vrai attrait. Donc Day by Day, on est à environ 70 magasins en France aujourd'hui. On est généralement, on dit des franchisés, donc la boutique, elle m'appartient, enfin je suis gérant, il y a certains salariés.
Et donc, vous allez dire, pourquoi, on va dire, Didier et David, c'est pour ça que ça s'appelle Day by Day, ils ont allé créer Day by Day, vous avez envie de dire, des boutiques de vrac, c'est un peu bizarre. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai apporté l'affiche, j'aime beaucoup ce slogan, c'est « Dépensez moins, jetez moins, consommez mieux ». Vous allez dire, ah oui, c'est facile, c'est logique. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les boutiques de vrac, c'est que vous arrivez avec votre liste et que vous avez acheté ce dont vous avez besoin. Et je trouve que souvent, on adore faire la cuisine, on doit faire un nouveau gâteau, une nouvelle recette. Vous faites une nouvelle recette, il y a 10 épices, bien sûr, vous ne les avez pas à la maison parce que vous voulez vous lancer dans une nouvelle recette, voilà. Et donc, souvent, on achète, nos placards, ils débordent, vous ne savez même plus ce que vous avez dans vos placards. Et souvent, par exemple, on fait un gâteau, il faut juste 100 grammes de sucre glace, un peu de pépites de chocolat. Et ce que j'aime bien avec le vrac, c'est que vous achetez des produits de qualité, vous achetez à la demande, vous achetez ce dont vous avez besoin. Et puis surtout, il n'y a pas de gaspillage. Parce que ce qui va rester dans votre placard, au bout d'un moment, les pépites de chocolat, elles seront un peu moins bonnes. Les épices, très rapidement, le goût des épices peut s'estomper. Donc, je trouve qu'aussi, aujourd'hui, on fait encore plus attention que jamais, c'est vrai, à moins gaspiller, mais aussi on fait attention quand on fait ses courses. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va dire qu'on a gagné des clients récemment, parce que si vous avez un budget de 20 €, avec le vrac, vous maîtrisez votre budget. Vous voyez les prix, vous calculez à peu près combien vous avez besoin, donc ça vous aide aussi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 6 kilos de pâtes si vous êtes tout seul et vous êtes étudiant. Voilà, ou si vous faites un dîner avec des amis, vous achetez un peu plus. Et en fait, c'est toute cette démarche de contrôler son budget qui aide énormément. Et à la fin du mois, moi j'ai une famille avec 3 enfants et depuis que je fais le vrac, j'ai fait des économies incroyables. Mais ça, c'est aussi, il faut venir régulièrement apprendre. Et je dis toujours, il faut venir avec sa petite liste. Parce qu'au début, quand on est dans ma boutique, c'est pas comme les allées de Auchan. Donc, oh là là, il y a plein de trucs partout, mais c'est juste différent. Les yeux, ils vont partout. Donc, il faut bien venir avec sa petite liste parce qu'aussi, il y a plein de tentations. C'est vrai, il y a du chocolat, il y a plein de fruits secs délicieux. Donc, il faut aussi acheter ce dont on a besoin. Voilà, mais je dis toujours au début, il faut un peu se concentrer sur les courses. Et il y a aussi peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais le vrac, ce n'est pas que l'alimentaire. Donc, dans mon magasin, il y a à peu près 750 produits. Donc vous imaginez, épicerie salée, sucrée, la farine, l'été, les épices, mais aussi, c'est plus d'un tiers de mes ventes, c'est tout ce qui est produits ménagers. Il y a aussi ce qu'on appelle la droguerie et la beauté. Et il y a plein en ce moment. Vous voyez, le mois dernier, on a lancé l'eau de rose et l'huile d'amande douce et le beurre de karité, tout ça en vrac, c'est des produits bruts. Donc en fait, et aussi le vrac se démocratise parce que tout ne peut pas être vendu en vrac. Les industriels, les fournisseurs avec lesquels on travaille, ils doivent aussi s'adapter. C'est pas du tout facile de vendre de l'eau de rose comme ça dans un bidon pour qu'il reste bien se conserver à la maison. Donc en fait aussi le message que je veux vous dire, c'est que nous en tant que clients on s'adapte, mais derrière il y a des sociétés qui ont décidé de s'adapter avec nous. Le premier c'est Lustucru, Michel et Augustin, je vous donne des grandes marques, mais il y a aussi des petites marques, la Yokumi en ce moment, qui aussi s'adaptent au vrac et qui souhaitent développer des marques, mais qu'en vrac. Donc en fait il y a toute une chaîne de personnes qui se rendent compte de la nécessité, surtout de moins gaspiller, de mieux consommer, et donc qui se sont mis au vrac. Voilà, tout un programme. Et au bout de la chaîne, il y a le sourire de Clotilde. Non, mais j'espère que c'était bien clair, et voilà. Et vous aviez potentiellement des questions pour Clotilde ? Eh bien, on va accueillir notre 4e invité. Merci Clotilde. Jean-Luc, d'auprès de mon arbre. Bienvenue Jean-Luc. Alors par contre, je pense que tu es un peu plus grande que Clotilde. Je sais, ça suffira. Tu plieras les genoux. Je me baisserai comme ça. Donc Jean-Luc, qui es-tu Jean-Luc ? C'est une bonne question, donc bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc Jean-Luc Pervot, je suis le président de l'association Auprès de mon arbre. Le président de l'association Auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre. Comme Georges Brassens. Ouais. Comme la chanson. Oui, c'est bon, parfait. Ça. Tu me mets Borgnavel, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Pardon. Du coup. Non.
C'est ça, mais là je me sens mieux maintenant. On se connaît un peu. Hein, un petit peu. Du coup, donc, président et cofondateur d'Auprès de mon arbre, hein, le deuxième fondateur est présent dans la salle. Il se cache un petit peu au fond, mais il est présent. C'est le jeune homme en kaki au fond. C'est ça. Donc auprès de mon arbre, en fait, a pour volonté de, alors ça va être dans des grands termes, mais d'aider tout à chacun à faire des petits gestes au quotidien pour la transition écologique. Grosso modo, nous on s'attaque surtout à toute la partie déchets. Donc on va parler de déchets en général, hein, donc ça va être des encombrants et d'autres types de déchets, et les biodéchets. Donc c'est aussi pour ça qu'on a auprès de mon arbre, on est vraiment proche en fait de la nature, proche du cycle naturel, et une des grandes directions de l'association, ça va être de faire du compostage, donc compostage de proximité. On en parlait un petit peu tout à l'heure, hein, donc le retraitement de déchets ménagers, effectivement. Dans la poubelle, vous avez une grosse proportion de déchets verts, et donc nous, on va s'occuper, entre autres, de vous aider à retraiter ces déchets. On ne fait pas que des biodéchets, hein, on a pour but par la suite de s'occuper de tout type de déchets. Mais en tout cas, dans une première phase, ça va être les biodéchets. Donc on a déjà 3 composteurs dans le quartier. On en a un au Square Jonty qui est juste derrière, un autre Promenade Nardal qui est un petit peu plus loin, et le dernier Square Basile qui est à côté de l'école Jacquier. Je ne sais pas si vous visualisez un petit peu ces 3 emplacements, mais voilà, on est déjà... alors pour faire simple, on est tout autour de Saint-Joseph. On a 3 sites qui sont vraiment autour de Saint-Joseph. Et donc on est en train de discuter pour en récupérer de nouveaux qui seront du côté de Notre-Dame du Bon Secours et d'une copropriété à Jean Moulin. Donc l'idée c'est de venir en mettre un petit peu partout dans l'arrondissement, voire dans Paris, voire en France si on est motivé. Mais pour l'instant on va s'attacher simplement à l'arrondissement. Et par la suite, il y a aussi toute une volonté. Hein, donc alors, j'ai oublié de le préciser, mais on vient en fait initialement du conseil de quartier. Hein. On s'est rencontré avec Étienne au sein du conseil de quartier, avec Eric d'ailleurs. Merci Eric. Et c'est là où on a fini par commencer à faire une synergie, à monter une synergie, et à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le quartier pour justement valoriser des déchets. Et voilà, donc on a monté l'association, on est en train de monter un certain nombre de groupes de discussion. Donc maintenant, on est quand même 85 foyers dans l'association et on a 5 pistes d'exploration, hein, donc aussi bien de la partie architecture urbaine que de la partie traitement de déchets, la partie végétalisation, hein, parce que du coup, ces biodéchets, on va les transformer en compost, et ce compost va servir à améliorer des bacs de végétalisation qui vont arriver par la suite. Donc pourquoi pas de l'agriculture urbaine, enfin des choses vraiment, vraiment poussées. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un cycle complet. Qu'il n'y ait plus du tout de déchets, que tout déchet soit réutilisé, recyclé, remis sur place, et vraiment qu'on fasse une grande synergie de l'ensemble de ces éléments. Quoi dire de plus Alors non, c'est des composts qui sont accessibles seulement sur adhésion de l'association. L'idée en fait derrière, c'est qu'au niveau de la mairie de Paris, on a un certain nombre de consignes à respecter. On doit avoir une assurance, on doit avoir une certaine vérification sur les déchets qui sont apportés. Et donc du coup, on demande aux gens d'adhérer à l'association. Donc c'est 5 € par an. Et une fois par contre que les personnes ont adhéré, ça va être selon les horaires des lieux. Donc la promenade Nardal est ouverte 24/24. Par contre, le Square Basile et le Square Jonty ne sont ouverts que dans les horaires d'ouverture du Square. Et donc après, par contre, il y a un code d'accès et là, c'est un accès libre. Et donc par la suite, on aimerait bien aussi monter toute une partie ressourcerie, recyclerie, toujours axée dans cette idée de retraiter ces déchets et donc de réutiliser au mieux l'ensemble de ces déchets. 5 € par an. Oui. L'idée, c'était d'avoir un prix, alors modique, je vais me permettre de dire modique, même si pour certains c'est pas mal, mais l'idée c'était plus de plus de sensibiliser les personnes, de dire voilà, effectivement, on vous donne quelque chose, c'est quelque chose où vous devez prendre soin, hein, on fournit un bioseau, on fournit des consignes, et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, vous avez du matériel auquel vous devez prendre soin, et on a derrière en plus de l'assurance à payer, et ainsi de suite, les réparations, enfin. Et donc c'est 5 € par an. Alors on a aussi toute cette étape. Alors nous-mêmes, on est avec Étienne, on est référent composteur. Hein, donc il y a 3 niveaux en fait dans le compost. Il y a référent, guide et maître composteur. Nous on s'est arrêté au niveau référent, mais par contre effectivement, on est en lien avec la mairie de Paris, on est en lien avec avec une autre association, une entreprise, même DM Compost, et on peut justement fournir à chacun la possibilité d'aller se former à un niveau qu'il souhaite acceptable.
Alors nous, il y a un cloud, en fait, c'est des terminals cloud pour l'instant. Ça va sûrement évoluer à un moment ou à un autre. Mais... Alors non, alors, marron, c'est en bois. Effectivement, c'est des bacs en bois qui sont au niveau de Jonquille, juste à l'entrée de Jonquille, par l'entrée vers Saint-Gétoritz. Et sinon, au niveau de Nardal, vous les voyez près des agrès de sport. Et c'est un cloud. Tout à fait. Bien sûr. Alors vous avez un bioseau. On vous fournit, via l'association, on va vous fournir un bioseau. Donc c'est un petit seau qui fait à peu près... c'est ça. Alors il n'y a pas de sac... Alors, ça dépend en fait, par sac de compost, vous voulez dire du faire du compost soi-même à la maison ou... Oui. Oui. Alors, ce qui se passe, pour la partie marché, c'est vraiment spécifique à la mairie de Paris. Vous avez donc un petit seau marron qui fera exactement la même taille. C'est exactement ça. C'est la même taille que le stade composteur. Alors attention, nous les nôtres, par contre, c'est vraiment via l'association. Par contre, la mairie de Paris, effectivement, dispense déjà des petits seaux pour les marchés avec des sachets. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la mairie de Paris va faire de la biométhanisation. Eux, ils font du méthane avec, c'est pour les bus et ainsi de suite. Ils font du gaz avec. Et vous pouvez mettre absolument tous vos déchets. Nous, par contre, en tant que composteur, on ne peut pas mettre toute la partie en fait animale. Donc on ne prend pas de viande, on ne prend pas de poisson. Et on va éviter aussi le pain et le fromage, parce que les souris aiment bien ça. Mais sinon, à part ça, on met vraiment tous les légumes et on n'a pas du tout la même finalité. La mairie de Paris va faire du biogaz, donc pour permettre aux véhicules, par exemple, de circuler. Nous, on va venir faire de l'engrais. Alors après, vous me direz, au niveau du biogaz, il y a un reliquat qui fait aussi de l'engrais. Mais bon, ça, c'est une autre... Et au-delà des cadenas et des bioseaux, c'est aussi une communauté. Et c'est aussi une communauté, effectivement. Là, pour l'instant, on est quand même 85 foyers. Alors, on essaie de mettre vraiment une synergie là aussi. On essaie de rencontrer des gens, du quartier. On a plusieurs adhérents qui ont sympathisé. Maintenant, font des sorties en commun. Enfin, il y a vraiment une vie de quartier en fait, qui est en train de progresser et c'est vraiment sympa. Il y a aussi vraiment tout cet aspect en fait, qui est intéressant. Ah bah, avec plaisir. Alors on a 35, on se limite. Normalement, on pourrait mettre plus si on mettait plus de bacs. On a une volonté vraiment de toujours avoir le contrôle sur ce qui s'y passe pour ne pas se retrouver débordé, au sens propre du terme. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de 35 foyers par site de compostage. Et pour l'instant, les adhésions sont encore ouvertes. Donc, si vous voulez participer, il n'y a pas de... Je pense que Eric, ici présent, enverra toutes les informations de tous les intervenants. Je fais confiance à Eric pour ça, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Beaucoup, Jean-Luc. Et je vais profiter d'avoir le micro pour changer de casquette 2 minutes, en fait, parce que je suis membre du conseil de quartier et aussi présidente de l'association 14e en chemin. Et 14e en chemin, c'est aussi une communauté, en fait. C'est une communauté qui rassemble des acteurs et des citoyens du 14e arrondissement pour pouvoir, en fait, indiquer toutes les actions qui sont en cours dans le quartier pour faciliter, en fait, la mise en chemin et la mise en action de chaque citoyen du 14e arrondissement. Et par exemple, on a Marie-Laure qui a créé un locavore. Donc un locavore, c'est consommer de manière raisonnée tout ce qui est produit de saison, légumes, mais aussi plein de produits locaux. On a Alizé et Sarah qui ont créé les secondes mains et qui vont bientôt normalement créer une boutique au sein du 14e pour faire une boutique de seconde main en fait. Voilà. On a aussi Anne Damessin qui est artiste végétale. Bérangère qui a créé l'atelier Litchi et en fait qui fait des créations zéro déchet pour pouvoir justement éviter tout ce qui est sur-emballage, etc. Et Fabrice aussi qui va commencer à faire des conseils pour faire des économies en énergie. Voilà. Donc on va passer à la session micro ouvert et les règles, c'est donc bien rester dans le thème de l'écologie et garder une parole assez brève pour que tout le monde qui souhaite contribuer puisse contribuer. Voilà, donc
Je ne sais pas qui aurait l'élan de contribuer, de venir poser une question ou de dire comment il agit au quotidien pour la transition écologique dans le 14e. Katia. Écoute, moi, c'est au niveau du tri des déchets. Je vais adhérer à ton association sans hésiter, Jean-Luc, parce que jusqu'à présent, et ce depuis 4 ans, il me semble, depuis la réouverture du jardin partagé, donc il y avait justement les composteurs. Et c'est là où je me présentais, je crois qu'un baissant vers moi, au moment où je distribuais mes déchets là, mes déchets organiques. Mais ça ne marche pas trop. Ça ne donne pas beaucoup de résultats. Et puis c'est aussi parce que les gens ils sont pas aussi informés de ce qu'il faut jeter dedans ou pas. Par ailleurs, au niveau du tri carton, voilà, tout ce qui est recyclable, et c'est pareil, j'essaye de faire de mon mieux pour trier les cartons, tous ces emballages que nous avons au quotidien après nos courses. C'est pas simple du tout, hein. Je me retrouve avec une tonne de cartons d'emballage et ça m'enquiquine d'ailleurs, hein. Je sais pas vous, mais moi beaucoup. De plus en plus, parce que je dois toujours les redescendre. Je les mets bien dans les poubelles adéquates. Seulement le lendemain, en prenant mon chemin pour aller à mon travail, je vois le passage des éboueurs, du camion d'éboueurs, et ça je le dis, où il y a un mélange absolu, c'est-à-dire qu'ils ne font pas très attention. Et je le vois aussi au sein même de nos immeubles, au niveau du tri, que les sacs poubelles ne sont pas répartis correctement. Voilà. Et de ce fait, j'ai compris que les éboueurs étaient obligés de tout mettre au niveau du déchet organique. Donc ce que tu souhaites nous dire, c'est aussi que c'est notre responsabilité en tant que citoyen de bien faire le tri pour que les choses puissent être absolument récoltées. Absolument. Et je dis bien qu'il y a beaucoup de dégradation de la part des habitants et des citoyens du fait de ne pas faire correctement leur recyclage, déjà même en bas de leurs immeubles, quoi. C'est vrai. La poubelle jaune n'est pas tout à fait respectée et la poubelle noire, d'ailleurs, je crois que ça a changé de couleur, là, tout récemment, c'était la poubelle verte. Voilà, ils font un mélange d'un petit peu n'importe quoi. Et c'est dommage. Donc, pour les sensibiliser, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'entends vos ateliers, vos apprentissages, mais happer les gens, ça peut se faire grâce au conseil, mais est-ce que c'est appliqué à la suite ? Non. Malheureusement, non. Voilà, il faut juste les sensibiliser un peu plus. Merci, Katia. Qui souhaite prendre la parole après Katia pour dire quelque chose qui l'a inspiré potentiellement ce soir ? Ou pas ? Françoise ? Non. Ah, bah justement, là, si en fait, on... Ah oui, mais viens si tu... Alors, du coup, là, il y a micro ouvert. Et ensuite, il y aura un temps plus informel où les caméras sont coupées et on pourra discuter entre nous. Un temps plus informel. De quoi ? Vas-y, dis-moi. Donc, je vous présente Françoise du journal La Page.
Voilà, alors pour les gens du quartier qui ne connaîtraient pas la page, je ne pense pas qu'il y en ait dans cette salle. C'est un journal citoyen qui existe depuis une trentaine d'années et qui parle essentiellement de la vie du 14e. Donc sur toutes sortes de sujets, y compris des sujets écologie, puisqu'on a fait un article sur la qualité de l'air à partir des mesures de la ville de Paris comment ça s'appelle Paris, je ne sais plus là. Air Paris, voilà. Au Carrefour Alésia. On avait aussi tout un numéro spécial au moment de la remunicipalisation de l'eau dans le 14e. Et puis, bon, aussi sur les jardins partagés, le compost, toutes ces choses-là. Voilà. Alors, moi, je suis aussi pleine de bonne volonté par rapport à l'écologie. J'ai essayé le vrac. Ma première expérience a été un peu spéciale parce que je suis revenue avec ma bouteille de produits vaisselle qui s'est ouverte et donc mon chou-fleur trempait dans le liquide vaisselle. Donc voilà, donc effectivement je pense qu'il y a un petit apprentissage à faire pour bien maîtriser ces choses-là. Et là-dessus j'ai quand même une question. Quand on dit que ça limite les déchets alimentaires, personnellement, c'est très rare que je jette quelque chose en alimentaire et je ne vois pas très bien en quoi le vrac ferait que je diminuerais des déchets alimentaires, par exemple. Et par contre, il y a une chose que je trouve un petit peu difficile, c'est parce qu'il faut mettre ses lunettes. Enfin, c'est comme au magasin finalement, il faut quand même mettre ses lunettes pour regarder ce qu'il y a, d'où ça vient. Voilà, donc ça demande aussi des efforts. Voilà, mais sinon, moi je vais aussi mettre mes déchets dans un compost qui est installé dans l'EHPAD de Notre-Dame de Bon Secours. Au niveau convivialité, c'est pas encore ça, parce que je n'y croise jamais personne. Mais bon, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même plutôt mieux dans les jardins partagés. J'ai fait partie du jardin partagé de la place de la Garenne, le Lapin Ouvrier. Il y avait une vraie dynamique sur le compost. Les gens s'y retrouvent une fois par mois pour retourner le compost. Ils sont une cinquantaine, donc ça ne revient pas tous les mois. Et puis ce jour-là, ils font un pot. Donc ça fait venir aussi un petit peu les gens. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre je ne sais pas. Le raccommodage, alors là, moi j'ai été bien éduquée par ma mère et ma tante. Donc ça fait très longtemps que je fais toutes sortes de choses avec des bouts de tissu. Voilà, puis sinon, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme je n'ai pas de voiture dans Paris, je suis écolo. Voilà. Mais tu m'avais partagé que pendant le confinement, tu avais contribué à faire des blouses pour les soignants aussi. Oui, mais ça c'est... Oui, j'avais fait appel à mes voisines pour récolter des draps, pour faire des blouses aux infirmières pendant le confinement. Voilà. Merci. Enfin, il faut dire quand même, sur 240 logements, il y a 4 personnes qui ont fourni des draps et on était 3 à coudre. Alors, au niveau solidarité, je pense qu'il y a encore des petites choses à faire, effectivement. Mais ça va venir. Merci Françoise pour ton optimisme. Alors, la page du 14e, c'est 2,50 € le numéro, un abonnement de 2 ans à 16 €. Voilà. Et donc, les points de vente les plus proches? Les points de vente, la plupart des librairies, sauf Tropique qui s'est fâché avec nous. Mais il se fâche avec tout le monde, donc c'est normal. Et puis sinon, un certain nombre de kiosques, le moulin à café, le café associatif, quelques commerçants, entrepôt, nous vend la page, le vrac, entrepôt, nous vend la page. Voilà. Et sinon, c'est sur abonnement. Et aussi, on fait une fois à la sortie du numéro, on fait une fois les marchés du 14e. Mais on n'est plus assez pour vendre, donc on ne le fait qu'une fois. On n'a pas de logo particulier, sauf la page du 14e, mais c'est tout. Sinon, nos réunions, mais c'est juste un lieu de réunion, c'est à Fleurimont, au Château Ouvrier. Voilà. Merci pour votre intérêt. Merci Françoise. Et dans le
prochain numéro de la page, il y aura un article sur 14e en chemin. Donc voilà. Françoise a décortiqué l'association. On a passé beaucoup de temps pour qu'elle puisse écrire un article sur l'association. Qui aurait l'élan de contribuer? Un dernier élan avant la fermeture du micro? Non? Ok. Du coup, on arrête. Donc merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous, acteurs qui sont venus témoigner ce soir de leurs gestes écologiques au quotidien. Merci à Patrice, Corinne, Blandine et l'équipe du centre Angel Para qui nous accueillent ce soir à titre gracieux. À Pauline et Thomas du service démocratie locale, à Cadet, Katia, Eric, Anne du groupe de travail démocratie et proximité. Le prochain rendez-vous donc, aura lieu ici même le vendredi 14 avril à 18h45 sur le sujet du handicap. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et Ok. Bonsoir à tous. Adrien Marcet, j'habite dans le 14e, au-dessus de Auchan, dans cet immeuble qui est émané du temps de Pompidou. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas qui est Pompidou. Non, mais je vais constater. Il y a des chanteurs qui viennent de mourir, inconnus pour ceux de 20 ans. Bon, alors je reviens. Donc, je fais partie du quartier. Je ne suis pas parisien d'origine, mais enfin, compte tenu de mon âge, j'ai quand même plus de 60 ans de Paris. Oui. Alors, ce que j'ai entendu m'a beaucoup intéressé, mais je trouve qu'on n'a abordé qu'une partie microscopique de tous les problèmes qu'on devrait avoir à traiter, non seulement au niveau du quartier, mais de l'arrondissement, et en fait, d'une façon générale, de Paris. Et je dirais, encore plus loin, de la banlieue. Alors, quels sont ces problèmes? Les problèmes, c'est les problèmes de l'isolation des immeubles. Remarquable, ce qui est en train de se faire dans le quartier. Je ne sais pas si vous le voyez, les immeubles sociaux, que l'on appelle sociaux, autrefois on les appelait HLM, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce sont des immeubles qui n'avaient pas la qualité requise du point de vue isolation. Il y a un travail remarquable qui est en train de se faire. Eh bien, il faut que ce travail soit amplifié. Et donc, je dirais, il faudrait obtenir des aides de l'État plus importantes, parce que pour ceux qui ne sont pas propriétaires dans les immeubles sociaux, ils ne sont pas propriétaires. Donc là, c'est pris en charge par la société. Mais ceux qui sont propriétaires d'immeubles, enfin d'appartements dans des immeubles privés, s'il y a une isolation à faire, changement de fenêtre, tout cela, eh bien, les aides qui sont apportées ne sont pas suffisantes, à mon avis, pour certaines parties de la population, et particulièrement pour les jeunes. Je ne parle pas pour moi, mais pour les jeunes, parce que se passe-t-il? Ils viennent de rentrer dans un local, dans un appartement, excusez-moi, local, c'est pas très joli, donc dans un appartement, et ils constatent que les fenêtres sont de véritables passoires, que les murs, parce qu'il y a des immeubles qui sont comme cela, où le diagnostic thermique n'a pas été effectué, et par conséquent, il n'y a aucune connaissance. Ils sont endettés parce qu'ils ont pris un emprunt pour acheter l'appartement, et ils n'ont plus la possibilité d'avoir un deuxième emprunt pour pouvoir faire l'isolation. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est des problèmes importants. Bon, alors, je ne vais pas m'étaler, mais il y a d'autres choses. On parle en ce moment de la voiture et des zones à faible émission. Est-ce que vous vous rendez compte que dans l'Île-de-France, l'A86 sera une boucle qui va empêcher les voitures, y compris de ceux qui sont dans la zone, de pouvoir
circuler, parce qu'elles auraient la vignette, je ne sais plus combien, 3 ou 4. Hein. Mais attendez, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est parce que je l'ai lu, hein, et qu'il y a des chiffres qui sont donnés. À l'heure actuelle, on incite les gens, s'ils ont une machine à laver, faites-la donc entretenir, utilisez les produits, n'est-ce pas, je ne donnerai pas la marque, parce que faut pas, qui vont décrasser la machine, enlever le calcaire qui normalement se pose. Par conséquent, et si elle tombe en panne, eh bien vous avez des sociétés qui font du bon. Donc on incite sur le matériel, que ce soit, je dis la machine à laver la vaisselle, donc la machine à laver le linge, et la cuisinière. Hein. Donc vous voyez, bon, le micro-ondes, c'est tellement peu que le coût de la réparation est plus cher qu'un micro-ondes neuf. Donc voilà, il y a des choses. Or, pour l'automobile, on fait l'inverse. On dit non, on met à la casse des voitures de personnes qui ont peu de moyens et qui ont donc acheté une voiture ancienne, qui a peut-être 4 ans, 5 ans, ou peut-être même 10 ans d'âge. Et on leur dit, allez, à la casse. Or, ce n'est pas normal. D'autant que nous avons une obligation tous les 2 ans, tout le monde, bon, il y en a qui ne le font pas, mais de passer au contrôle technique. Et le contrôle technique est là, et le contrôle technique, il va sur les pièces mécaniques, mais il a un point important, c'est celui des gaz d'échappement, et de savoir quelle est la quantité qui va polluer. Si une voiture, évidemment, est arrivée à bout de souffle, c'est le cas de le dire, alors celle-là, c'est beaucoup trop cher pour refaire tout le système d'alimentation, on la met à la casse. Mais si elle est correcte, on la conserve. Donc je pense qu'il y a une action, alors à notre niveau hein, du quartier, c'est petit, mais compte tenu de la fresque, je pense qu'il y a une action qui peut être faite. Et puis il n'y a pas que la fresque, hein, parce qu'il y a les actions d'environnement. Bon, alors vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez de tout ça? Alors tout simplement parce que je suis géologue de formation, que malgré le fait que j'ai été foutu à la retraite à 60 ans, parce qu'on m'a dit que j'étais une mauvaise couenne, ah oui, ben, on m'a dit, allez, hop, dehors. Heureusement, comme j'avais commencé à travailler à 17 ans, j'avais à l'époque, c'était 40 années, je crois, ou 39. Donc, top, j'étais mis à la retraite. Comme j'avais tout préparé, j'ai touché ma retraite presque avant de toucher mon indemnité de départ. Mais c'est pour vous dire que, en tant que géologue, vous comprenez que la Terre, je sais ce que c'est, les matériaux que l'on utilise et que vous avez dans toute la vie. Hein, bon. Et puis, je me suis penché aussi du côté, alors dès mon début de carrière et même avant, quand j'étais étudiant, hein, sur l'aspect environnement et pollution. Et par conséquent, c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut trouver des solutions qui permettent. Alors, moi je dis, ce n'est pas au niveau du quartier, c'est au niveau de Paris et même donc de l'Île-de-France, pour essayer de faire, de faire mieux que les autres régions. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Merci beaucoup, ça donne envie d'en savoir plus sur votre parcours. Merci beaucoup Adrien. Donc cette fois-ci, je déclare fermer cet espace enregistré. Et je vous propose, si jamais vous avez envie d'échanger entre vous, de se retrouver au fond de la salle. Voilà. Merci à tous encore une fois et à très bientôt. Rendez-vous le 14. Au revoir.